Bon, j'espère que tout le monde m'entend. J'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Bienvenue et merci de nous rejoindre aussi nombreux sur ce premier webinaire organisé par la PSIG. Donc, vous êtes nombreux sur ce sujet d'actualité qu'on a souhaité traiter, qu'on a manifestement, vous vous en doutez, été obligé d'adapter aux nouvelles évolutions. Et puis, on s'aperçoit à l'heure actuelle que peut-être d'autres sont à venir. Donc, ce webinaire, outre vous apporter des idées, des solutions, qu'elles soient aussi bien organisationnelles que techniques, mais aussi un éclairage réglementaire, a aussi pour double objectif de faire la promotion de notre association, donc l'APSIG, l'association pour la promotion de la sécurité dans les immeubles de grande hauteur et les ERP, qui est une association qui est principalement dédiée à faire cette promotion de tout ce qui est lié à la sécurité, à la sûreté dans ces établissements. Et à ce titre, je vais passer la parole à notre vice-président, puisque moi, en tant que président de l'APSIG depuis un petit peu moins d'un an, j'ai eu le plaisir de mettre en place la page LinkedIn que vous êtes maintenant plus de 2000 à suivre. Mais Sébastien Siameli, le vice-président, est lui un membre fondateur de cette association et aura un peu plus de facilité à vous en expliquer quels sont les avantages et un petit peu l'historique de cette association. Donc, je te passe la parole, Sébastien. Merci Rodolphe, j'espère qu'on m'entend également bien. Oui, en préambule, l'objectif c'est de vous raconter très rapidement qui est l'APSIG et quel est l'intérêt à nous rejoindre. Alors, attends, parce que... Voilà, alors déjà quelques éléments pour pouvoir bien profiter de ce webinaire. Je vais vous inviter à nous faire part de vos questions en utilisant le petit logo avec le point d'interrogation dans une bulle bleue. Donc vous pouvez chatter grâce à ce petit volet questions-réponses. On apportera certaines réponses par écrit. Et puis on rendra public un certain nombre de questions. On s'efforcera également d'y apporter une réponse orale en posant la question à notre intervenant principal, Nicolas Bonnet, sur les temps dédiés. Pour votre confort également durant cet événement, je vous invite donc à fermer vos applications qui utilisent le son et Internet, sauf celle-ci bien sûr, et à privilégier, si vous en avez un casque audio, c'est beaucoup plus confortable. Donc très succinctement sur l'APSIG a été créée en 1993, à l'origine pour s'occuper exclusivement des immeubles de grande hauteur. Puis s'est élargi aux ERP en 97, puis aux responsables sûreté, puisque au départ c'était une association vraiment orientée qu'incendie. Essentiellement donc des responsables et des chargés de sécurité, mais aussi finalement d'autres bâtiments complexes qui pourraient ne pas rentrer dans les réglementations ERP et IGH. Et puis un soutien actif du CNPP depuis l'origine, notamment en termes administratifs. Les objectifs de l'association, c'est bien sûr, comme l'a dit Rodolphe, de promouvoir la sécurité et la sûreté. C'est surtout d'être un lieu d'échange, un lieu de réflexion sur les bonnes pratiques, sur les retours d'expérience, d'être aussi force de proposition sur les futurs textes, et puis de participer à l'évolution des fonctions de sécurité et de sûreté, et enfin de pouvoir vous faire bénéficier d'outils opérationnels et pragmatiques qui peuvent vous servir au quotidien. Donc voilà, et puis petite chose agréable, la cerise sur le gâteau, c'est aussi de visiter des sites significatifs. Là j'en ai mis quelques-uns. Le dernier que nous avons visité, c'était le musée du Quai Branly, mais il y en a d'autres. Et bien évidemment, ça c'est aussi des points agréables en termes pour se retrouver. Au niveau des travaux de l'APSIG, par le passé, on a beaucoup travaillé sur la refonte de textes réglementaires. Alors, pour certains, c'est assez ancien.
On n'est pas associé pour l'instant sur la loi ESSOC et ses conséquences, notamment la refonte du CCH. Mais on va essayer de faire en sorte que ce soit de plus en plus le cas. Et puis, donc, les adhérents participent également au comité de certification APSAD, hein, donc, concernant différentes technologies de sécurité, en particulier la détection incendie et le système de sécurité incendie, la thématique aussi de la coordination SSI, les systèmes de désenfumage, et nous avons également un représentant au comité général de certification de l'APSAD. L'APSIG toujours participe également à des colloques organisés par d'autres organismes, hein, notamment les rencontres de la sécurité face au risque. On a fait aussi des journées ERP le 6 février dernier sur comment bien préparer sa commission de sécurité avec le CNPP. Il y a une construction d'un site internet apsic.net que je vous recommande d'aller voir, même si tout n'est pas encore parfaitement prêt. Et puis il y a des parties qui sont réservées aux adhérents. L'APSIG a travaillé et quasiment totalement finalisé une méthodologie très innovante d'analyse du risque incendie. Elle est innovante parce qu'elle permet d'identifier si raisonnablement on peut arriver à des résultats. Et comme la réglementation, notamment via la loi ESSOC, est en train d'évoluer vers une approche performantielle, eh bien, cette méthodologie va s'inscrire vraiment dans cette démarche-là. Nous avons également d'autres groupes de travail, notamment un groupe de travail sur l'alarme attentat, la volonté d'en mettre un sur la mise en sécurité des occupants, et puis je l'ai dit, bien sûr, des moments de convivialité. On essaye d'être aussi prospectif et d'accompagner donc les évolutions, notamment les changements. Alors on a vécu l'intensification de la polyvalence incendie-sûreté, voire sur d'autres risques. L'approche performantielle, je viens d'en toucher un petit mot. Il y a tout ce qui est en train d'arriver sur le continuum de sécurité publique-privée qui fait l'objet d'un livre blanc et bientôt d'une loi et de règlements à venir où le pouvoir se détache un peu du régalien et s'appuie de plus en plus sur le privé. Le recours étendu à l'ingénierie de sécurité incendie, la compréhension des démarches jurisprudentielles dans le temps qui évoluent, et puis bien sûr le suivi des évolutions technologiques. On réfléchit également à ouvrir l'association aux adhérents personnes morales, pour pouvoir échanger avec nos pairs, pas simplement entre chargés de sécurité, mais aussi avec d'autres acteurs. C'est déjà possible via du parrainage, mais ça sera dans les nouveaux statuts quelque chose qu'on veut intensifier. Et puis donc Rodolphe a décidé que nous ferions des webinaires d'information, c'est le premier d'entre eux, et qu'à minima nous essaierions d'en faire au moins tous les trimestres, voire plus, hein, en fonction de l'actualité et en tant que de besoin. Voilà. Sur le conseil d'administration, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un petit peu les différents types de RP qui peuvent être représentés. On va retrouver par exemple Rodolphe qui est responsable sécurité, sûreté et chef de service au sein d'un hôpital. On va retrouver Nicolas qui lui travaille au sein d'un parc des expositions, donc un type T, première catégorie à Marseille. On va retrouver Alexandre Trostianski qui est lui sur des immeubles divers et variés, des centres commerciaux, des IGH et autres. Hervé Labergère qui intervient aussi pour différents clients pour NG Facilities dans le cadre de Facility Management. J'ai plus mes slides, hein, je ne sais pas pourquoi. Je suis coupé. Voulez-vous vraiment partager? Bah oui, je veux partager, oui. C'est zoup. Je me dépêche, si c'était ça le message, j'ai compris. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez adhérer. Donc l'adhésion se fait comment? Si vous êtes responsable de sécurité, vous pouvez adhérer en direct. Si ça n'est pas le cas, il faut avoir un parrainage d'au moins 2 membres et puis une décision favorable du bureau, mais enfin en règle générale, ça aboutit. Les conditions d'adhésion sont de 50 € par an. Il y a possibilité désormais de directement adhérer sur le site internet apsic.net et de pouvoir payer par PayPal. Et on vous a fait une offre promotionnelle de 30 € qui est valable jusqu'au 15 novembre. Et qui couvrira bien sûr les 2 derniers mois de l'année et l'année 2021 complète. La contrepartie aussi, c'est que vous recevrez en version PDF tous les slides des webinaires APSIG, celui-ci bien sûr, mais aussi ceux à venir. Et puis qu'il y a des
partie du site internet qui couvre des choses qui ne sont accessibles qu'aux adhérents, notamment des petits guides pratiques, des choses comme celle-là. Et puis vous avez aussi accès aux replays qui sont réservés aux adhérents des webinaires sur le site internet de l'APSIG. Voilà, donc rejoignez-nous. Et puis Rodolphe, je te repasse la parole pour que tu nous fasses la transition avec le thème du jour. Merci beaucoup. Merci. Merci Sébastien pour cette excellente présentation. Effectivement, on vous invite à nous rejoindre nombreux à l'issue de ce webinaire. Donc, ce webinaire va être présenté par Nicolas Bonnet, qui est donc en charge de la sécurité, de la sûreté et de la maintenance d'un énorme type T, hein, qui est le parc Chano, qui est un parc des expositions de Marseille. Donc, sans plus attendre, on va démarrer ce webinaire sur comment mettre en œuvre des mesures sanitaires en ERP dans le cadre de cette pandémie, avec une petite adaptation qu'il a prévue pour le contexte Vigipirate qui ne facilite pas les choses. Voilà, je passe la parole à Nicolas. Nicolas, on t'écoute. Oui, bonjour. Alors le but, on n'est pas médecin, c'est pas de vous parler de l'aspect sanitaire, c'est d'essayer de vous évoquer un petit peu les choses qu'on peut mettre en place suite au Covid-19 et aussi d'essayer de vous donner quelques clés pour arriver à gérer un ERP au quotidien. Voilà. Donc, sur le principe, ce qui caractérise un peu la Covid-19, c'est qu'il y a une propagation rapide de la contamination. On a un dispositif hors norme qui évolue en permanence et il y a besoin de se protéger, mais aussi de rassurer les personnes, notamment quand on est en établissement recevant du public. On a besoin de rassurer nos visiteurs pour les pousser à continuer à côtoyer nos établissements. Et c'est dans ce cadre-là que les mesures vont être importantes. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau? Pas forcément. Je vous ai mis un petit rappel sur la grippe espagnole. On voyait bien qu'en 1918, une crise, ça a duré 2 ans, il y a eu 3 vagues consécutives, et que c'est surtout lors de la deuxième vague où il y a eu beaucoup de problèmes, parce que les gens excédés par les mesures sanitaires de la première vague n'avaient pas forcément suivi les préconisations qui étaient nécessaires. Donc c'est important de le rappeler à tout le monde, c'est pas fait pour tous vous déprimer, mais voilà, c'est bon à savoir. Alors, je vous ai sélectionné une ou deux petites photos pour vous montrer que déjà en novembre 1918, on avait déjà confiné et fermé tous les ERP, qu'il y avait déjà des solutions alors innovantes, mais qui dataient de l'époque pour se préserver du virus, tels que les masques ou autres dispositifs. Donc, dans cet état actuel, l'urgence pour nous, avec des textes qui sont sur un format hors norme, hein, à savoir que sur la réglementation, notamment ERP ou sécurité, on n'a jamais vu vraiment une évolution aussi importante de textes en aussi peu de temps et qui se contradisent entre eux. Donc, c'est important de toujours prendre une source réglementaire qui soit déjà liée au site du gouvernement et uniquement au site du gouvernement. Même ce qui peut être éventuellement évoqué dans les médias ou par des déclarations, c'est important d'attendre qu'elles soient prévues par les textes. Et je vous ai mis le lien en bas, qui est le lien officiel du gouvernement, qui tient compte de toutes les évolutions en temps réel, c'est actualisé tous les jours, pour prendre en compte les dernières mesures applicables. Une autre petite chose aussi, c'est important quand vous faites des documents d'exploitation, de toujours les dater, puisque les informations évoluant rapidement, on pourra toujours avoir un point sur l'état de la situation et avoir l'historique pour pouvoir le faire évoluer. Alors, concernant ces textes réglementaires, je voulais vous faire une petite synthèse des textes qui sont publiés depuis le 13 mars. La seule chose, c'est que ça fait un document de 16 pages. Ça a été très, très fourni. Donc, pour info, vous avez un site qui s'appelle viepublique.fr qui reprend tout l'historique des textes et je vous invite à le consulter quand vous avez besoin. Ça va vous faire toute la genèse du projet
et avec toute l'évolution qui a pu se faire sur tous les domaines d'activité. Donc c'est vraiment important, hein, j'insiste, qu'on puisse toujours se baser sur les sites officiels et uniquement sur les sites officiels. Alors, on a essayé de vous faire une petite analyse rapide des derniers textes en date, sachant que malheureusement on l'a adapté le 29/10, mais c'est déjà dépassé, puisque hier soir, il y a le guide de l'OPP-BTP qui est paru, qui va un petit peu modifier les choses. Donc, on va l'apprendre à personne, un reconfinement, beaucoup de contraintes, des ERP qui sont fermés de manière massive et quelques dispositions particulières pour essayer de poursuivre la vie économique. Ce qui est vraiment important de comprendre dans les textes et pour la suite, puisqu'on a un rôle d'anticipation aussi, c'est de voir que les textes sont présents à l'instant T, mais c'est l'esprit du texte, comme on a toujours tendance à le dire, qui est important aussi. Donc l'esprit du texte, c'est de maintenir l'état sanitaire, d'éviter les propagations pour ne pas engorger les hôpitaux, mais aussi c'est d'essayer de faire le maximum pour maintenir l'économie. Donc je vous ai fait une petite synthèse rapidement qui vaut ce qu'elle vaut, mais sur le dernier texte. Donc les mesures barrières sont conservées. Toujours la même chose au niveau des préfets du département, une déclaration obligatoire pour toute manifestation qui a lieu sur le domaine public. Les rassemblements de plus de 6 personnes interdites. Les ERP qui sont fermés avec surtout les CTS, les P, les Y, les N, les EF, les OA, avec certaines restrictions qui sont faites pour pouvoir maintenir le fonctionnement de certains éléments. Et surtout, une chose qui est importante, c'est que dans ce texte, il apparaît une notion un petit peu nouvelle, c'est une réquisition possible par le préfet de certains ERP. Donc on imagine que ça sera pour faire un poste médical avancé, pour recevoir des patients, pour faire éventuellement des tests de dépistage ou éventuellement fabriquer des masques, mais il faut savoir qu'on a une réquisition possible de nos établissements. Alors on va s'arrêter là sur la partie réglementaire. Éventuellement, vous retrouverez le document sur le site et s'il y a besoin, dans l'espacement, on pourra ouvrir un petit groupe de discussion pour évoquer plus en détail ce sujet et débattre de certaines petites spécificités sur ce niveau-là. Donc, sur l'historique, pour vous expliquer un petit peu comment moi je m'y suis pris dans mon établissement. Alors quand je dis moi, hein, c'est important, comme beaucoup de projets, que le Covid soit mené par un groupe, que ce ne soit pas l'acte d'une personne isolée, que ça soit collectif. Donc au sein de la SAFIM, on a beaucoup collaboré au niveau du service d'exploitation, au niveau de la direction complète, et aussi au niveau d'un syndicat professionnel des activités de l'événementiel, l'UNIMEV. Donc on a commencé dans un premier temps, pendant le premier confinement du mois de mars, à anticiper des mesures qui allaient être utiles pour la phase de déconfinement. On l'a adapté au guide de déconfinement qui sont parus au fur et à mesure. On a essayé de recenser un petit peu, de faire une analyse critique du texte pour savoir les mesures qui étaient obligatoires, les mesures qui ont été conseillées, et surtout que nous, comme on est loueur d'événements à notre niveau, pour savoir au niveau des organisateurs ce qui était à prendre en charge, ce qui était conseillé s'ils étaient dépourvus de référents Covid, même si c'était réglementairement imposé, et pour apporter vraiment une aide dans la mise en application. Pour information, nous, on est amené à recevoir, c'est l'intérêt du système, des types T, L, N, W, CTS, V, donc un panel un petit peu important et fluctuant d'intervention. Et surtout, ce qui est important, c'est que toujours prévoir dans son plan un concept qu'on connaît bien en démarche qualité, un plan d'amélioration continue de la démarche, pour toujours essayer d'anticiper les évolutions qu'il va y avoir, donc se baser sur des mesures qui sont saines et qui sont basiques, inspirées d'une analyse de risque et de bon sens, mais aussi être prête à les faire améliorer au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, les 3 socles, c'est les mesures barrières, la limitation du nombre de personnes et l'organisation qu'on peut faire in situ sur le terrain pour lutter contre le Covid. Donc, la première chose à voir à ce niveau-là, si ce n'est pas déjà fait, c'est notamment d'avoir au niveau de vos prestataires un plan de continuité d'activité. Être sûr que au moment où vous en aurez besoin, dans cette période compliquée et avec les restrictions, le confinement, des couvre-feux, des choses qui peuvent évoluer au fur et à mesure,
que les entreprises prestataires et sous-traitantes que vous avez vont pouvoir continuer à travailler et à vous fournir les services dont vous avez besoin. Ça sous-entend potentiellement aussi peut-être faire des tests avec eux, leur commander des missions temporaires pour vérifier qu'ils sont bien en mesure de le faire. Des consignes strictes pour vos collaborateurs, pour respecter les dispositions du Covid. L'affichage, forcément, parce que pour qu'une mesure soit appliquée, il faut qu'elle soit connue au niveau des personnes. Donc, à ce niveau-là, la première chose que nous, on a mise en place, c'est déjà des bornes de gel hydroalcoolique et des points de lavage des mains, puisque c'est une des évolutions qu'il y a eu dans le protocole sanitaire du ministère du Travail. Ils ont dit que pour tous les points de livraison, il y avait besoin d'un point d'eau et du savon. Donc, petite chose à prendre en compte. Alors, pourquoi je vous ai mis ce plan? Ce n'est pas forcément pour vous donner l'information de l'emplacement, mais c'est surtout pour avoir une petite notion essentielle. C'est dans ces cas-là, on est toujours sur de la phase d'anticipation. Donc, quand on met une borne de gel hydroalcoolique à l'entrée d'un site, il faut absolument prévoir de les faire remplir. Donc, ça veut dire qu'il faut anticiper une stratégie de vérification du niveau, de remplissage périodique. Par exemple, nous, ça a poussé notre choix à choisir des bornes de gel hydroalcoolique avec des conteneurs de 5 litres, avec un bidon de spare de 5 litres à l'intérieur. Ce qui fait que ça nous laisse quand même une bonne possibilité, mais ça ne vaut rien si forcément, si on ne pense pas à les remplir au fur et à mesure. Une autre petite chose éventuellement aussi, à l'été, on avait parlé du point de lavage des mains, eau et savon, chose qui était un petit peu nouveau, dont on ne se posait pas forcément de questions parce qu'on allait aborder l'été. Là, on va aborder des phases d'hiver et dans certaines régions, un petit peu de gel. Donc, pensez bien à vos réseaux, à les mettre hors eau ou à les traiter, à les calorifuger pour pas que les réseaux puissent geler. Voilà. Donc, je vous ai mis un ou deux exemples de consignes, par exemple pour les salles de pause, pour les salles de réunion. Sur les travaux, c'est très simple d'adapter une consigne Covid pour tous les chantiers que vous pouvez faire sur l'établissement. Une consigne, nous sommes amenés à faire des opérations de montage et de démontage assez fréquents, donc mixer le port des EPI avec les mesures Covid et des mesures spécifiques, par exemple, pour nos personnels, pour vraiment vous montrer que le Covid doit être intégré dans l'ensemble de vos démarches. Dans tout vos visuels, il doit être repris et c'est important de ne pas passer à côté. Alors, la deuxième étape qu'on a réalisée, c'est d'essayer de réaliser un guide sanitaire. Suite à l'analyse qu'on a faite de toutes ces mesures, on s'est dit qu'on allait nous référencer tout ça dans un guide, déjà pour savoir nous prévoir les mesures et les anticiper pour pouvoir recevoir du public, et aussi quand un organisateur se mettrait en contact avec nous, pouvoir le rassurer sur certaines et l'aider à construire, lui, le dossier qu'il va faire passer à la préfecture. Donc ça passe par des points clés, le nettoyage renforcé, les gestes barrières, la distanciation physique, la communication, mais aussi une petite partie de formation, puisqu'on est toujours dans le même principe. Il faut que le personnel soit formé pour qu'il soit au courant et qu'il puisse appliquer les mesures. Donc, sur la désinfection, donc, ce qui était noté dans les différents textes officiels, c'était la purge importante des réseaux d'eau non utilisés. Alors, ça a un but, c'est de faire couler l'eau, mais c'est aussi de réinjecter les principaux désinfectants qu'il y a dans l'eau. L'eau stagnante se libère de ces désinfectants et dans le cadre des premières mesures Vigipirate, on avait rajouté notamment du chlore à l'intérieur pour pouvoir agir et tuer les bactéries. De l'eau stagnante va être potentiellement dépourvue de ces agents désinfectants et de ces agents actifs. Donc c'est important de les faire couler. Ça veut dire que couler 5 minutes, c'est une chose. Il va falloir plus aller dans le détail, faire couler les ballons d'eau chaude, faire couler les chasses d'eau pour vraiment les vider et vraiment vider toute l'eau stagnante pour la renouveler. Ça va en plus éviter pour vos personnels les problèmes potentiels de mauvaises odeurs ou autres. L'aération naturelle aussi est importante pour la désinfection. Donc, en temps normal, on se disait sur la période printemps, été, automne, on pouvait encore sur certaines régions se permettre d'ouvrir les portes et de les aérer en grand. On peut aussi se servir des centrales de traitement d'air pour ça, en se mettant en renouvellement tout air neuf, c'est-à-dire on va prendre l'air de l'extérieur et on va le réinjecter à l'intérieur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le calorifugage des vannes pour tous les réseaux.
Donc, concernant le nettoyage renforcé, donc c'est des points de lavage de mains judicieusement répartis dans les bâtiments. Donc, en principe, en priorité dans les sanitaires, parce que c'est là où il y a déjà des points d'eau qui sont existants et les gens ont tendance à les connaître. Pensez, si vous adaptez et que vous recevez des manifestations temporaires, à vous reposer la question systématiquement. On peut dire aux gens de se laver les mains et le rappeler sur des consignes. S'ils n'ont pas de quoi le faire, ça va être un petit peu compliqué. Pensez la même chose, comme tout à l'heure, au réapprovisionnement fréquent. Forcément, vu que les sanitaires vont plus durer, vont être plus sollicités, il faut prévoir le stock de papier, de savon, mais aussi de la désinfection des points de contact pour permettre de rassurer les personnes. Et notamment aussi, vu que vous avez un sanitaire, que vous avez un endroit spécifique où les gens vont venir en permanence, il est conseillé de changer son masque régulièrement. Rien ne vous empêche de mettre des poubelles de stockage à ce niveau-là. C'est important à ce niveau-là d'essayer de vous garder une traçabilité des actions que vous menez, notamment même sur le nettoyage, la désinfection. Donc, il y a des choses qui peuvent être mises en place très simplement. Hein. C'est ce qui avait été mis en place, par exemple, dans les stations-service, où vous avez un planning et chaque personne qui passe faire son nettoyage, systématiquement marque son nom, l'heure à laquelle elle est passée et l'opération qu'elle a faite. Concernant les gestes barrières, donc forcément, ça passe par l'installation de distributeurs de gel hydroalcoolique. Donc, nous, on préconise un pour à peu près 2000 m². Et sur les salles, si vous avez des salles de conférences, des selfs et autres, prioritairement à ces endroits-là, en fait, c'est tous les endroits sur lesquels les gens vont être amenés à se regrouper. Une bonne idée aussi potentiellement à l'entrée de vos sites, ça peut être de mettre des distrayeurs automatiques de masques, de lingettes. Sachez qu'il y a des prestataires qui peuvent vous le proposer. Ce n'est pas forcément un coût qui peut être important, mais ça peut être toujours un service en plus. Quand vous allez dire à une personne qu'elle est obligée d'avoir un masque pour rentrer dans votre établissement, même si tout le monde est censé être équipé pour l'instant, si elle a un distributeur à l'entrée, ça lui laisse toujours la possibilité d'en acheter un au dernier moment. Et une chose importante pour les portes d'entrée, moi je vous conseille le calage des portes ouvertes. Alors le calage comment? C'est juste essayer de choisir des dispositifs qui éventuellement ne vont pas dégrader les portes par la suite et ne vont pas vous amener beaucoup plus d'actions de maintenance une fois que la phase sera terminée. Au niveau de la distanciation, donc ça passe dans un premier temps par l'adaptation de la jauge à la réglementation. Alors j'ai mis du jour parce que malheureusement ça évolue assez régulièrement. Ça a de cesse d'évoluer. Donc pour ça on en reparlera. Il y a des outils aussi, des moyens qui peuvent vous permettre de le faire. La crise allant durer pendant un petit moment, je pense que ça peut être le moment d'investir. Et dans ce cadre-là, autant s'y préparer maintenant pour donner toujours pareil confiance aux gens pour réintégrer vos établissements. L'organisation des flux va être importante. Alors c'est un peu à l'instar de ce qu'on faisait au niveau de la sûreté. Il va falloir adapter et étudier spécifiquement les flux et le barriérage pour gérer nos files d'attente. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, on va avoir besoin de les voir, de les anticiper avant l'arrivée du public. Les gestes barrières, donc ça va passer par du marquage au sol, un dispositif de comptage du public en temps réel, du contrôle d'accès. Alors, on rentre encore dans une phase Vigipirate un peu compliquée, sur laquelle on est en urgence attentat. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là et prendre en compte les deux. Donc, mais l'avantage, c'est que il y a éventuellement des actions qu'on peut mener communes, et quand on a des agents de sûreté, ils peuvent aussi participer à la distanciation et à la vigilance Vigipirate. Donc ensuite, pour l'application des mesures, il va falloir, comme je vous disais, faire des études spécifiques. Donc, l'adaptation des espaces va être importante, c'est-à-dire que les espaces tels que vous les avez utilisés depuis un petit moment, il va falloir les repenser, les réimaginer pour avoir une différenciation, mettre des distributeurs de gel hydroalcoolique à l'entrée de ces espaces-là, bien signaler tous vos éléments et s'assurer que tout soit bien mis en place et tout soit bien respectable. Donc,
comme d'habitude, malheureusement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, c'est des choses qu'il va falloir contrôler et qu'il va falloir mesurer. C'est important au niveau des visiteurs, c'est important au niveau des autorités. C'est important aussi, malheureusement, même si on ne pense pas forcément à ce niveau-là, au niveau pénal, c'est important de montrer qu'on a mis en place des choses, qu'on les a fait évoluer, qu'on les a contrôlées et qu'on a fait en sorte qu'elles soient bien appliquées. Alors, après, il y a des cas spécifiques qu'il va y avoir. Il va falloir le regarder de manière systématique et différenciée. Donc, je vous ai mis un petit exemple pour vous mettre un petit peu de choses concrètes à l'esprit. Donc, par exemple, nous, sur un auditorium, nous avions la surface que je vous ai symbolisée en bleu qui était accessible au public. Donc, c'est un auditorium, une salle de spectacle avec une estrade, des gradins de manière traditionnelle. Pour accueillir les personnes, ce qu'on a fait, donc il y avait forcément des artistes et des spectateurs. Donc, on a séparé les flux avec le flux qui est en bleu pour l'accès des candidats, on va dire des artistes, qui prend une file d'attente sur l'extérieur, la pénétration dans le bâtiment et l'accès à la salle de manière différenciée et l'accès aux visiteurs. Donc, c'est important de faire ce cheminement-là parce que c'est le seul qui vous donnera la garantie que votre distanciation est bien respectée, que les flux ne vont pas se croiser, mais aussi qui va vous permettre d'adapter votre affichage pour qu'il soit en corrélation et en cohérence avec votre dispositif. Donc, ce que ça peut donner sur le terrain, voilà, c'est des barrières avec des bandes de distanciation au sol pour respecter la distance d'1 mètre. Donc, les barrières, c'est, comme vous le voyez là, on peut le représenter assez facilement. C'est des simples barrières Vauban, ça va suffire. Pour la distanciation au sol, ce n'est pas forcément des choses qui coûtent très cher. Vous pouvez mettre en place des autocollants préfabriqués pour que ce soit plus joli. Vous pouvez aussi mettre un bout de scotch qui fera complètement l'affaire et maintenant les gens ont compris. Au niveau de la distance latérale, c'est important aussi si on veut avoir 1 mètre. Le moyen le plus simple qu'on a trouvé, nous, c'est de mettre une autre barrière entre les deux, ce qui fait qu'on a bien 1 mètre en latéral et 1 mètre en front sur chaque personne. Pensez à une chose aussi quand même qui est importante, c'est que si vous mettez des barrières à l'intérieur, je parlais tout à l'heure de la désinfection des points de contact, c'est important de les faire désinfecter régulièrement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une manifestation, vous avez une permanence sanitaire qui va s'occuper de la désinfection des points de contact, qui va potentiellement passer en boucle, qui va commencer par un point, faire une liste de points précis que vous avez déterminés, et une fois qu'elle a terminé le dernier point, va recommencer sur le premier point. Vis-à-vis de ça, il ne faut pas oublier les mesures Vigipirate. Donc, par rapport à ce que je vous ai mentionné ici, si vous voyez que votre dispositif ou que votre établissement peut accueillir éventuellement du public, peut être sensible, c'est des barrières anti-véhicules béliers pour se préparer contre les attentats tels qu'il y a eu il y a quelques années, des barrières ERAS, donc c'est des barrières hautes pour essayer bien de sanctuariser et qu'il y ait le moins possible de perturbations à l'intérieur, et des agents de sûreté qui vont avoir le double aspect, la fonction de gérer la menace Vigipirate et les cas un peu suspects, mais aussi de faire la distanciation entre les personnes pour faire respecter les distances d'1 mètre dans les files d'attente. Voilà, donc c'est un exemple qui est adapté, mais pour vous montrer que c'est vraiment sur chaque manifestation qu'il faut se reposer la question, et en fonction de chaque bâtiment, de chaque exploitation, il va falloir se remettre en question systématiquement. Alors voilà quelques photos de ce que ça peut donner. Vous voyez, des bandes de gel hydroalcoolique en haut, des bandes de distanciation. Alors à droite, vous avez des bandes de distanciation un peu plus jolies, un peu plus structurées. À gauche, vous voyez que en mettant un simple scotch, ça peut quand même très bien faire l'affaire, et on comprend très vite le système. Voilà, donc sur les points de contact, faites bien attention, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, je vous conseille de faire un plan systématique en mettant ne serait-ce que des simples coups de stabilo pour votre société de nettoyage ou votre prestataire pour le faire. On a parlé des mobiliers qu'il peut y avoir, des poignées de porte, des rampes d'escalier, ça paraît un peu naturel, mais aussi il y a les boutons d'ascenseur, les sanitaires. Il faut bien penser à faire le cheminement depuis l'entrée du site. Si vous avez des distributeurs de billets, si vous avez des barrières automatiques,
bah, forcément, il y a des claviers, donc c'est important de passer sur toutes les commandes de paiement. Et c'est important aussi, sur les points de contact, de penser aussi aux poubelles d'asserie pour les masques, de les avoir en nombre suffisant, de les mettre sur ces plans et de les faire vider en permanence. Tous les outils que vous pouvez avoir à votre disposition et ceux qui vont arriver sont importants. Nous, on a commencé déjà dans un premier temps à mettre un local d'isolement. Donc, c'est un local basique, mais qui permet, comme le ministère nous le demandait, d'avoir un local sur lequel on peut isoler une personne qui est potentiellement cas suspect. Donc, on a un brancard, un fauteuil roulant, un gel hydroalcoolique, des masques FFP2, des poubelles pour les GDG spécifiques, une ventilation un petit peu forcée à l'intérieur, et les agents sont conscients de ce qu'il y a à l'intérieur. Potentiellement, on a rajouté un thermomètre infrarouge, même si on y reviendra tout à l'heure, ce n'est pas forcément parmi les démarches les plus conseillées. Les lavages des mains, je vous ai montré un petit peu tout à l'heure sur plan à quel endroit je les avais mis, voilà ce que ça peut représenter. Forcément, on se doute bien, c'est un robinet sans contact, puisqu'on est toujours sur cette démarche Covid. Le comptage des bâtiments, ben, vous avez différents systèmes qui peuvent être mis en place. J'y reviendrai tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais notamment une chose qui peut être importante, c'est des caméras de comptage maintenant qui commencent à évoluer sur le marché, qui vous donnent le gros avantage d'avoir des jauges à instant T qui sont fiables. Sur tous vos documents, ne pas oublier que ben, quand vous faites intervenir des entreprises extérieures, faut l'adapter. Donc pour ça, vous avez des documents qui sont importants, c'est notamment les kits de l'OPPBTP. Si ce n'est pas fait, moi je vous conseille de remettre à jour votre plan d'intervention en ajoutant une annexe Covid, et comme on disait tout à l'heure, de bien regarder que vous avez tous les plans de continuité d'activité de vos sociétés. Le contrôle des mesures, alors comme je vous disais, c'est important de faire le contrôle. Nous, on a choisi de faire ce contrôle par les SIAP. Pourquoi? Parce que comme je vous ai marqué à l'écran, ils ont l'habitude de faire des rondes, ils ont l'habitude de faire des rapports et ils ont l'habitude de gérer un petit peu les choses. Donc on a fait, nous, un document sur lequel on a listé toutes les mesures sanitaires, les mesures de contrôle qu'on envisageait, l'échéance à laquelle il fallait qu'ils passent pour vérifier ces contrôles, vérifier ces mesures, pardon, et les points qu'il fallait qu'ils nous fassent remonter. Parce que forcément, sur des événements grand public, vous ne devez pas être surchargé de mails toutes les 5 minutes en vous disant il y a une personne qui a acheté son masque par terre. Si vous avez 50 000 personnes ou 100 000 personnes instantées dans le bâtiment, ça va vite devenir ingérable. Par contre, c'est important de filtrer directement les informations importantes pour que vous soyez systématiquement et directement informé des choses importantes qui vont se passer sur le site. Donc, parmi les mesures, comme beaucoup, nous, on a une main courante électronique qui est gérée par notre prestataire sécurité. Donc, on a fait évoluer cette main courante électronique pour nous permettre d'avoir une direction et une information à l'instant T. Donc, je vous ai mis 2 exemples ici sur le risque pandémique et sur un cas suspect. Donc, c'est des choses qui sont assez simples parce que c'est du paramétrage à faire. Par contre, c'est assez efficace parce que vous avez, suivant le cas de figure, vous pouvez paramétrer directement sur votre main courante électronique l'envoi d'un mail systématique quand il y a un cas qui s'est produit, ou même un SMS si vous estimez que c'est une situation d'urgence. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas sous-estimer. Vous avez du personnel sur le terrain, essayez de l'exploiter au maximum, et tous les outils que vous avez vont pouvoir vous aider dans ce cadre-là. Vous verrez que, vous voyez, sur la case symptômes, ici, on en a profité même pour aller plus loin. Quand on parlait depuis quelque temps de faire le cheminement des personnes pour essayer de tracer le parcours des personnes, quand une personne est dans le local d'isolement, qu'elle est confinée avec un agent de sécurité en attendant de voir un médecin ou d'avoir un avis médical, autant en profiter pour lui poser des questions et essayer d'avoir le maximum d'informations pour savoir avec qui elle a été en contact et le parcours qu'elle a fait. Une petite chose qu'on a mis en place aussi, c'est une formation en e-learning qu'on a mis pour tous nos intervenants qui, très succinctement, reprend les gestes barrières du ministère, les consignes qu'on a, nous, au niveau de notre établissement, et qui est sanctionné par la suite par un petit diplôme, sachant que ça va nous permettre, nous, de reprendre les consignes officielles, d'être sûr que les personnes les ont bien intégrées, gérer un petit test
sous forme de QCM pour vérifier que les personnes l'ont bien intégré et ont bien compris les mesures. Et ensuite, de pouvoir générer, alors je vais vous l'avancer un petit peu, hop, générer un diplôme qui va permettre de garantir que la personne a bien passé le concours, a bien appris les informations que vous vouliez qu'elle apprenne. C'est important parce que ça vous fera aussi une traçabilité avec ce diplôme sur la compréhension des règles que vous avez mis en place par rapport à l'évolution de la maladie. Alors très rapidement, pour l'exploitation du bâtiment, l'UNIMEV prévoit des choses pour essayer, dans une analyse de risque, d'anticiper un petit peu la situation et de proposer quelque chose de concret aux établissements pour leur permettre d'ouverture. Donc, sur les types N, c'est quelque chose qui avait été anticipé, qui a été repris maintenant. Donc, des tables, 1 mètre entre chaque chaise et pas entre chaque table, 6 personnes maximum par table et un registre par table pour avoir le nom des personnes. Si de la vente est emportée, toujours la même chose, on n'a pas le droit forcément d'enlever son masque à l'origine. Donc, s'il y a de la vente à emporter, l'idéal, c'est de prévoir des tables et des chaises pour consommer un petit peu plus loin, mais pas laisser les gens déambuler sans le masque, en mangeant, en se promenant avec des potentiels cas contacts à proximité. Sur les types T, on aurait tendance à préconiser une personne par 4 mètres carrés, chose qui correspond un peu au standard qu'il y avait dans les premiers protocoles et qui a été repris maintenant pour les types N. Pour les types L en personne assise, alors c'est un peu plus compliqué. Je vous ai représenté dans les encadrés verts les groupes de personnes. Donc ça veut dire 6 personnes maximum, une chaise libre entre chaque groupe. Et si la personne vient seule, on met une personne, une place vide, une personne. Si la personne vient à 5 personnes, une place vide, 5 personnes ou 4 personnes. C'est encore que des propositions, c'est des choses qui vont changer, mais c'est une proposition qu'on fait pour essayer de reprendre une activité sous la base d'une analyse de risque. Alors, petite chose concrète pour vous donner peut-être quelques billes, quelques petites clés pour exploiter vos bâtiments sur chaque poste que vous pouvez avoir sur vos établissements recevant du public. Première chose, c'est pour le contrôle des titres d'accès tels que vous les avez, si certains en ont. L'idéal, c'est de prévoir une billetterie en ligne. L'avantage, c'est que ça permet de limiter les temps d'attente, donc les regroupements de personnes. Au niveau des personnes, ça va pouvoir vous permettre de faire un questionnaire en demandant déjà leur nom et leur téléphone. S'il y a un cas de contact, vous pourrez les rappeler plus facilement et plus facilement les solliciter en cas de besoin. Mais aussi prévoir un agent volant pour les gens qui ne l'auraient pas forcément rempli en ligne, pour pouvoir limiter toujours la file d'attente et limiter les regroupements. N'oubliez pas que l'affichage, la communication, que ce soit par le biais d'Internet ou papier, sera toujours importante et sera le garant d'une bonne fluidité. Au niveau des agents de sécurité, donc la palpation, forcément la palpation de sécurité va être proscrite parce que ça demande un contact physique et beaucoup trop dense pour les agents. Tel que vous le voyez là sur la photo, un agent de sécurité peut très bien avoir un masque plus une visière au niveau de sa proximité avec les personnes. Le contrôle au magnétomètre va déjà permettre de faire un premier barrage, un premier filtrage intéressant, éventuellement avec un deuxième filtre derrière en cas de suspicion, qui sera beaucoup plus intense. Une petite chose quand même à prévoir, pensez que les agents vont avoir le masque, vont faire des efforts physiques assez réguliers, donc prévoir 1 ou 2 agents de plus pour pouvoir permettre aux collègues qui travaillent de faire des pauses, par exemple, toutes les 20 minutes, ça va être quelque chose d'important. Et ces agents-là vont pouvoir faire le contrôle, potentiellement dans les moments calmes, pour pouvoir donner un coup de main aux règles de distanciation, pour essayer de rappeler le fait que dans les files d'attente, il faut respecter la distance d'1 mètre. Pour le comptage des personnes, je vous disais tout à l'heure qu'on allait y revenir. Alors, malheureusement, les moyens humains vont être limités, les choses évoluent rapidement. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir un système technique. Nous, on a choisi un système par caméra de comptage. On l'a fait développer au fur et à mesure parce qu'on a été un petit peu le précurseur dans l'utilisation de ce domaine-là avec la société. Donc, l'avantage d'un système, ça vous permet d'avoir un seuil haut et un seuil bas, de définir la jauge en fonction de la manifestation et de la faire évoluer en permanence.
mais aussi de prévoir un dispositif d'information. Parce que qui dit respect de jauge dit dispositif de fermeture, limitation d'entrée des bâtiments. On peut très bien prévoir des agents de sécurité qui vont bloquer les entrées. Ça veut dire que ça vous fait un coût quand même important d'agents de sécurité. On peut très bien prévoir un système avec 1 ou 2 agents qui prévoient des petites chaînes cassantes pour mettre sur la sortie, empêcher l'entrée, prévoir des affichages sur l'extérieur, mais ce sera toujours plus compliqué pour un agent de le faire respecter. Donc, privilégier au maximum des systèmes soit de fermeture rapide, soit des informations techniques. Donc, je vous en ai mis une petite ici en exemple. Vous voyez, ici sur une jauge, on va pouvoir avoir un comptage en temps réel. La jauge augmente, hop, on arrive dans le orange, elle redescend, on est dans le bon seuil. Dès que le seuil est dépassé, hop, on dit aux gens de patienter et la jauge redescend automatiquement pour leur permettre d'entrer. C'est des choses que vous avez pu voir sur certains établissements, mais rien ne vaut un bon affichage et quand même compter sur la bonne foi quand même des personnes pour se dire qu'il y a quand même une partie de la population qui va respecter ces consignes et elle aura plus de mal à critiquer un écran plutôt qu'à essayer de discuter avec un agent pour essayer d'avoir un passe-droit. Au niveau du comptage, pardon, je vais passer la slide un petit peu vite, ça vous laisse la possibilité aussi d'avoir des... j'essaie de revenir dessus, ça ne marche pas. D'avoir des statistiques qui vont vous permettre ensuite de savoir combien de personnes sont rentrées dans l'établissement, par quels accès ils sont passés, qui pourront être intéressants, soit en termes de commercial ou d'aménagement des zones pour vos futures manifestations et de l'adaptation de vos mesures Covid. Concernant le contrôle des températures, un petit point spécifique dessus, parce que c'est un sujet qui a fait débat. Sachez que c'est déconseillé dans toutes les versions de protocole de déconfinement, que ce soit le ministère du Travail ou le Haut Conseil de la Santé publique. C'est délicat à mettre en œuvre. Ça nécessite des moyens techniques, des moyens humains, parce que pareil, si une personne est suspecte d'être contaminée, bah forcément, il faut employer des moyens derrière, une infirmière, un médecin, qu'il faut protéger de la pluie, si on le met à l'extérieur. Après, il faut se poser la question de la légalité. Si on refuse quelqu'un parce qu'il a 39 de température, est-ce que c'est systématiquement lié au Covid? Non. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un recours en justice pour discrimination à ce niveau-là? Ben, la loi nous dit qu'il faut prendre des mesures appropriées. Donc, à nous de montrer que c'est approprié et on n'est pas forcément médecin. Le Haut Conseil de la santé publique, je vous ai mis le lien vers le document intégral qu'il faut lire entièrement en bas du support. Dire que la fièvre est parfois absente ou modérée chez certaines personnes, donc ce n'est pas forcément un élément déclencheur, que pour bien prendre une température, il faudrait le prendre après un repos allongé de 20 minutes, donc vous imaginez bien que ce n'est pas possible, et qu'il y a eu beaucoup de situations dans les retours d'expérience qui ont fait que par l'usage de médicaments, par l'usage des comportement des personnes, des fois la fièvre a été masquée, on n'a pas été en mesure de le distinguer tout de suite. Donc, comme le dit le Code de la santé publique, le principe de proportionnalité inscrit dans l'article, toute restriction apportée à l'exercice des libertés individuelles au nom de l'ordre public devrait être mesurée et nécessaire. Sous-estimez pas les gens qui sont réfractaires à ça, qui sont réfractaires aux peurs du masque ou aux mesures, qui vont peut-être être un peu plus enclins à vous rentrer dedans et à avoir des retours un peu négatifs à ce sujet-là. Donc, pour résumer, n'oubliez pas aussi qu'il faut, alors comme je vous ai mis, rester à l'écoute. Dans les mesures, je vous en ai mis quelques-unes que je viens de vous présenter. Il y en a énormément, la technologie évolue, il y a des choses qui sortent tous les jours. Vous voyez, il y a des tunnels de désinfection qui sont sortis avec un petit kit qui permet d'avoir une caméra qui détecte la température, un distributeur de masse, des gels hydroalcooliques, désinfection ozone ou UV. Il y a Aldes qui a sorti un système de traitement d'air qui filtre les bactéries de la Covid, des bornes UV de désinfection pour les masques, des bulles qui sont créées. À Helsinki, ils ont même formé des chiens qui apparemment détecteraient le Covid. Donc, on n'est pas à l'abri des nouvelles choses. Avant de mettre quelque chose, notamment, pensez bien à refaire un petit peu un benchmark de ce qui existe sur le marché pour essayer de bien prendre en compte les dernières technologies et des choses qui vont sûrement être moins chères et plus efficaces. N'oubliez pas qu'au début du déconfinement, les masques étaient à 1 € à l'unité. Maintenant, ils sont passés à peu près à 8 centimes.
Donc, des fois, c'est urgent d'attendre, mais de bien calibrer son dispositif. Voilà, donc, n'oubliez pas, pour finir, que toutes les mesures de sécurité que vous pouvez mettre en place au niveau du Covid sont importantes, mais ne se substituent pas aux autres. Elles sont en implémentation. C'est-à-dire que ça ne doit pas être contraire aux règles de sécurité incendie, notamment quand vous faites un plan de barrage extérieur, pensez à mettre des issues de secours aussi. On est en vigilance attentat, donc c'est important que vous preniez cet aspect-là en compte et que vous ne perdiez pas cet aspect-là de vue. Mais aussi développement durable, quand on dit des masques à usage unique, ça ne veut pas dire des masques ou des lingettes, par exemple, jetables, ça veut dire à usage unique. Donc, ce n'est pas le moment d'oublier aussi l'environnement, la gestion des déchets, tous ces éléments-là. Voilà, j'ai essayé d'être un petit peu rapide, mais de balayer beaucoup de choses. J'espère que ça vous a apporté certaines choses. On va essayer de répondre à certaines questions maintenant, si vous en avez. En tout état de cause, on reviendra en détail sur ce point-là au niveau du site internet pour essayer de bien faire le point sur les questions que vous pourriez avoir, les interrogations et éventuellement même créer des groupes de travail qui vont vous permettre d'avancer un peu plus loin sur certains problèmes spécifiques. On est à votre disposition. Merci. Bon, voilà, parfait. Je vais